Bonjour. C'est l'affaire numéro IT 9724I, le procureur contre Milomir Stakic et les autres. Prête et m'assurer qu'ils m'entendent. Nous vous entendons, monsieur le juge. Saluer aussi le public qui participe à nos débats. Et nous sommes vraiment dans les procédures préliminaires, plus précisément à la comparution initiale de l'accusé qui est réglée par l'article 62 de notre règlement. Je me tourne maintenant vers le banc du procureur. Madame Susan Somers, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, le banc du procureur? Le microphone n'est pas allumé. Pardon, micro. I apologize. Je m'excuse. Donc, l'accusation est représentée par Susan Somers, par Monsieur Daniel Saxon, Monsieur Kapila Vaidyaratne et Madame Denise Gustin. Je me tourne maintenant, merci beaucoup, je me tourne maintenant vers la défense. Quoi qu'on se connaît déjà, Maître Lukic, pouvez-vous vous présenter, nous dire de quel barreau vous êtes et quels sont vos qualificatifs d'agrément auprès du tribunal, en tout cas, tels que vous les avez présentés à Monsieur le greffier. Good afternoon, Your Honors. Bonjour, merci monsieur le juge. Je suis de Doboj, je m'appelle Branko Lukic, je viens de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. J'ai mon diplôme en droit et je représente aujourd'hui monsieur Milomir Stakic ici, seulement lors de cette comparution initiale. Je suggérais à monsieur Stakic de choisir, de trouver un avocat permanent le plus vite possible. Très bien, Maître Lukic, vous pouvez vous asseoir. Yep. À présent, je vais me tourner vers Monsieur Milomir Stakic, qui comparaît aujourd'hui pour la première fois suite à un acte d'accusation qui a été dressé contre lui. Monsieur Stakic, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît, et énoncer clairement votre nom et prénom. Stakic. Milomir Stakic. Votre date et lieu de naissance. Le 19 janvier 1962, Marička, dans la municipalité de Prijedor. Votre profession ou occupation et résidence avant de venir ici. Po zanimanju Je suis médecin généraliste. Je faisais une spécialisation dans le domaine de la réhabilitation jusqu'à mon arrivée à La Haye. koju sam obavljao Je faisais donc ma spécialisation à Belgrade, en République fédérale de Yougoslavie. Êtes-vous marié? začasni sud. Oui, Hein? Imam oui, j'ai 2 enfants. Très bien, Dr. Stakic. Aujourd'hui, il s'agit de votre comparution initiale devant le tribunal. C'est une formalité bien sûr substantielle dans laquelle il faut que vous soyez présent et conscient avec votre avocat, car c'est le moment, après votre arrestation, où il vous est donné encore une fois la possibilité de prendre conscience de toutes les charges que le procureur a énoncées contre vous et qu'un juge a confirmé en attendant qu'évidemment les preuves soient échangées dans un débat contradictoire.
Pour que les choses soient claires, Dr. Stakic, je vais demander d'abord à Madame la greffière de rappeler les textes constitutifs qui sont ceux qui vous donnent un certain nombre de droits et vont vous permettre ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente comparution, qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable, et de savoir si vous plaidez coupable ou éventuellement vous plaidez non coupable. Pour l'instant, vous pouvez vous asseoir, Dr. Stakic. Hvala, časni sud. Et donc, je vous demande, Dr. Stakic, d'être très attentif à la lecture de ces textes, ainsi qu'à votre avocat, mais votre avocat connaît certainement très bien ces textes. Donc, Madame la greffière, pouvez-vous lire les textes des articles 20 et 21 du statut et 62 du règlement? Monsieur le Président, avec votre autorisation, peut-être pourrais-je essayer de donner lecture en langue française. Oui, c'est mieux. Allez-y, s'il vous plaît. Article 20 du statut du tribunal. Ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide, et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal pénal international. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21. Les droits de l'accusé. Tous sont égaux devant le tribunal international. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix, à être jugée sans retard excessif, à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.
à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, à ne pas être forcé de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Article 62 du règlement de procédure de preuve du tribunal. Comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre ou un juge de celle-ci et y est mis formellement en accusation. La chambre de première instance ou le juge I. S'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. 2 petits i. Donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. 3 petits i. Informe l'accusé que, dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation, mais qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation. 4. Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité. Si l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. Si l'accusé plaide coupable, devant la chambre de première instance, agit conformément à l'article 62 bis ou, devant un juge, renvoie le plaidoyer à la chambre de première instance pour qu'elle agisse en conformité avec l'article 62 bis. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Merci. Merci beaucoup, M. Olivier Fourmy, de votre lecture. Je me tourne maintenant vers Maître Branko Lukic. Est-ce que le docteur Stakic a bien reçu une copie de l'acte d'accusation dans sa langue et a-t-il bien compris la teneur, Maître Lukic? Yes, Your Honor. Oui, il a reçu l'acte d'accusation dans la langue qu'il comprend et il a lu entièrement l'acte d'accusation. Avez-vous pu en discuter avec le docteur Stakic? Oui, nous avons eu une discussion très longue et nous avons discuté de l'acte de l'accusation en détail. Merci beaucoup, Maître Lukic. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Docteur Stakic, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Avez-vous bien reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? Oui, Bien compris la teneur de l'acte d'accusation? oui, Êtes-vous prêt aujourd'hui à nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur le chef d'accusation? Spreman sam da se izjasnim. oui, je suis prêt à plaider aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, pour que toutes les choses soient claires, Dr. Stakic, nous allons procéder de cette façon-ci. Madame la greffière va lire l'acte d'accusation. Vous allez rester assis pendant cette lecture. Et lorsqu'on arrive au chef d'accusation, je vais vous demander de vous lever et je vais vous poser la question de savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Avez-vous compris et êtes-vous d'accord avec ça, Dr. Stakic? Slažem se, časni sud. Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président. Maître Lukic, je voudrais savoir si vous êtes Voilà. d'accord qu'on puisse lire seulement une partie de l'acte d'accusation, c'est-à-dire les paragraphes 3, 10 à 12 et 19 à 26. Tout d'accord?
Your Honors, we are ready even to waive our right. Monsieur le Président, nous sommes même prêts à renoncer à notre droit d'avoir la lecture complète de l'acte d'accusation, mais c'est à la Chambre, bien sûr, de prendre une décision à ce sujet. Vous pouvez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup, Maître Lukic, d'avoir coopéré avec nous, mais la Chambre, néanmoins, pense que du point de vue de l'information du public, il faut toujours avoir au moins quelques informations. Et donc, la Chambre ordonne la lecture des paragraphes que nous avions mentionnés. Donc, c'est-à-dire les paragraphes 3, 10 à 12 et après 19 à 26. Madame la greffière, s'il vous plaît. Yes, Mr. President. Oui. Merci, Monsieur le Président. Paragraphe 3. Milomir Stakic est né le 19 février 1962 dans la municipalité de Prijedor, République de Bosnie-Herzégovine. En 1992, il occupait le poste de président de l'Assemblée municipale de la municipalité de Prijedor et il était membre de la cellule de crise de cette municipalité. Il exerce la profession de médecin et il est actuellement président de la municipalité de Prijedor. Paragraphe numéro 10. Durant la période allant du 29 avril 1992 au 31 décembre 1992, Milomir Stakic était membre de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor et président de l'Assemblée municipale de Prijedor. Dans son rôle de membre de la cellule de crise, Milomir Stakic faisait partie de l'organe qui exerçait le pouvoir exécutif dans la municipalité de Prijedor durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation et de l'organe décrit au paragraphe 5 ci-dessus. En tant que président de l'Assemblée municipale de Prijedor, Milomir Stakic occupait le poste le plus élevé au sein de la cellule de crise, au plan du pouvoir de jure. Il avait le dernier mot et le pouvoir de trancher toutes les questions au sein de la municipalité. Pouvez-vous vous lever maintenant, s'il vous plaît? Continuez, mademoiselle. Yes, Mr. President. Oui, Monsieur le Président, je continue. Chef d'accusation numéro 1, le génocide. Entre avril 1992 et janvier 1993, les autres et Milomir Stakic ont, sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, par leurs actes et omissions, commis un génocide. À compter du printemps de 1992, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, y compris les autres et Milomir Stakic, a planifié, organisé et exécuté la création d'un certain nombre de centres ou camps de détention, y compris les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje. Ces camps étaient pourvus en personnel et administrés par le personnel militaire et policier et leurs agents, sous le contrôle des membres militaires et civils serbes de Bosnie de la cellule de crise. De plus, d'autres membres de la police et de l'armée ainsi que des civils qui n'étaient pas affectés directement au personnel chargé de la garde des camps bénéficiaient d'un accès sans réserve à tous les centres de détention et opéraient en conjonction avec le personnel contrôlant ces centres. Dans aucun des camps, les détenus n'ont bénéficié de protections juridiques ordinaires et leur incarcération n'était pas justifiée par les impératifs militaires. Ils étaient incarcérés principalement du fait de leur identité religieuse et ethnique. Les conditions d'existence dans les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje étaient abjectes et exécrables. Le personnel militaire et policier serbe de Bosnie, chargé de ces centres,
leur personnel et d'autres personnes qui circulaient dans les camps, tous relevant du pouvoir et du contrôle de la cellule de crise, ont tué, infligé des violences sexuelles, torturé et porté des atteintes physiques et psychologiques graves aux détenus des camps. À Omerska Keraten, les camps étaient intentionnellement administrés d'une façon visant à soumettre les détenus à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique, dans l'intention d'éliminer en partie les musulmans et croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques ou religieux. Des violations graves du droit international humanitaire d'une même nature ont été commises au camp d'Omerska et de Keraten. Les détenus ont été constamment soumis ou forcés à assister à des actes inhumains, y compris le meurtre, le viol et des sévices sexuels, la torture, des violences et des vols, ainsi que d'autres formes de violence mentale et physique. Les rations alimentaires quotidiennes fournies aux détenus n'étaient rien d'autre que des rations de famine. Les soins médicaux dispensés aux détenus étaient insuffisants ou inexistants, et les conditions sanitaires générales prévalant dans ces camps étaient extrêmement inadéquates. À Omerska, les prisonniers étaient entassés avec peu ou pas d'installation pour leur hygiène personnelle. Ils recevaient des rations alimentaires de famine une fois par jour et n'avaient que quelques minutes pour se rendre à la cantine, manger et repartir. Le peu d'eau qui leur était fournie était souvent pollué. Les prisonniers ne disposaient ni de vêtements, ni de rechange, ni de literie. Ils ne recevaient aucun soin médical. Les meurtres et sévices graves infligés aux prisonniers étaient monnaie courante. Les gardes du camp, qui appartenaient au personnel policier et militaire, et d'autres personnes qui venaient au camp et infligeaient des sévices corporels aux prisonniers, utilisaient pour ce faire toutes sortes d'armes, y compris des matraques en bois, des barres métalliques et outils, des bouts de câbles industriels épais, des crosses de fusil et des couteaux. Des détenus, hommes et femmes, ont été battus, violés, victimes de sévices sexuels, torturés et humiliés. Des centaines de détenus dont, pour certains, l'identité est connue et dont elle reste inconnue pour d'autres, n'ont pas survécu à leur séjour au camp. Le camp de Keraten était situé dans une ancienne usine de céramique à Prijedor. Les conditions d'existence des prisonniers étaient semblables à celles régnant au camp d'Omerska. Les détenus étaient si entassés dans les 4 salles qu'en de nombreuses occasions, ils ne pouvaient pas s'allonger. Ils n'étaient pas autorisés à se déplacer librement dans le camp. Qu'ils aient été incarcérés dans les salles ou dans la partie en plein air à l'extérieur, ils ne pouvaient se déplacer que lorsqu'ils y étaient spécifiquement autorisés, généralement seulement pour recevoir leur ration de famine ou pour se rendre aux toilettes. Sur une base quotidienne, les responsables hiérarchiques du camp, les gardes du camp qui appartenaient au personnel policier et militaire, et d'autres personnes qui venaient au camp et infligeaient des sévices corporels aux détenus, ont soumis les détenus à des conditions inhumaines, des violences corporelles, une humiliation constante, des dégradations et la peur de la mort. De nombreux détenus ont été exécutés au camp. En une seule nuit de juillet 1992, plus de 150 hommes en âge de porter les armes de la région de Brdo ont été exécutés. Les sévices corporels graves étaient monnaie courante. Toutes sortes d'armes étaient utilisées durant ces sévices, y compris des matraques en bois, des barres métalliques, des battes de baseball, des bouts de câbles industriels épais, des crosses de fusil et des couteaux. Les sévices corporels, violences sexuelles, tortures et autres actions cruelles et humiliantes étaient généralement infligées devant d'autres détenus, étaient accompagnés par des commentaires désobligeants et humiliants adressés aux victimes ou à leurs familles et par des menaces générales aux autres détenus.
Après avoir été battus, torturés ou victimes de sévices sexuels, les détenus étaient transportés, tirés ou contraints de ramper jusqu'à leur salle, sans recevoir aucune forme de soins pour leurs blessures. Des centaines de détenus dont pour certains l'identité est connue et dont elle reste inconnue pour d'autres, n'ont pas survécu à leur séjour au camp. Le camp de Ternopolje a été établi sur le site d'une ancienne école et des bâtiments voisins dans le village de Ternopolje. C'était le camp le plus important et l'endroit où les femmes, enfants et personnes âgées musulmans et croates de Bosnie ont été internés. Certains hommes en âge de porter les armes ont également réussi à aller directement au camp de Ternopolje. Les bâtiments du camp ont été rapidement remplis et les détenus en surnombre ont dû s'abriter dans des tentes de fortune faites de feuilles de plastique ou de matériaux mis au rebut ou rester en plein air dans les champs. Les installations sanitaires étaient extrêmement insuffisantes. Des rations alimentaires minimales étaient fournies de façon sporadique. Les femmes détenues ont fini par être autorisées à quitter le camp pour chercher de la nourriture dans le village voisin. Le camp a servi de point de départ pour la déportation en masse de toutes les personnes qui ont survécu aux attaques initiales et au régime du camp. Il a aussi servi un but beaucoup plus sinistre. Les sévices sexuels, le viol et la torture infligés à bon nombre de femmes détenues par le personnel du camp, qui appartenaient au personnel policier et militaire, et par d'autres membres des unités militaires de la région qui venaient au camp dans ce but précis. Dans de nombreux cas, les femmes et les filles ont été emmenées à l'extérieur du camp et elles ont été violées, torturées ou ont subi des violences sexuelles en d'autres endroits. De plus, de nombreux prisonniers, hommes et femmes, ont été tués, battus et victimes de mauvais traitements physiques et psychologiques par le personnel du camp et d'autres Serbes et Serbes de Bosnie qui étaient autorisés à entrer dans le camp. Entre le 30 avril 1992 et le 31 décembre 1992, les autres et Milomir Stakic, de concert avec d'autres, ont organisé, incité à créer et ordonné l'établissement des camps à Omarska, Keraterm et Ternopolje, ainsi que l'incarcération dans ces camps de musulmans et de croates de Bosnie, de la municipalité de Prijedor, dans des conditions d'existence calculées pour entraîner la destruction physique des détenus, dans l'intention de détruire en partie les groupes des musulmans de Bosnie et des croates de Bosnie, comme tels. De surcroît, entre le 30 avril 1992 et le 31 décembre 1992, les autres et Milomir Stakic savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés, qui constituaient le personnel des camps de détention, tuaient ou infligeaient des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de musulmans et de croates de Bosnie, dans l'intention de les détruire, en partie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, ou l'avaient fait et qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, les autres et Milomir Stakic se sont fait les complices de la perpétration d'un génocide punissable en vertu des articles 4.3e, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Madame la greffière, Dr. Stakic, vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable pour le chef unique d'accusation de génocide? Je plaide non coupable. Bien, nous avons noté que le docteur Stakic a plaidé non coupable pour toute
pour le chef d'accusation de génocide. Et donc, Madame la greffière, vous prenez acte que Dr. Stakic a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Je voudrais quand même mettre Branko Lukic pour le procureur, vous donner une petite explication. La Chambre a décidé de remplacer les noms de Simo Drlača et Milan Kovačević par d'autres, parce que comme vous savez, ces personnes sont déjà mortes et donc nous avons remplacé par la désignation d'autres. Donc, mais c'est seulement pour que les choses soient claires. Dr. Stakic, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, maintenant, Merci, Monsieur le Président. on doit prévoir l'organisation de cette affaire. Mais il y a au moins deux questions préliminaires que j'aimerais bien poser au procureur pour que nous soyons bien conscients de cette question. Je ne sais pas si vous êtes en condition, Madame Susan Somers, de répondre à cette question. Est-ce que le procureur a envie de modifier cet acte d'accusation, oui ou non? Monsieur le Président, le procureur, effectivement, va modifier l'acte d'accusation et a pris des mesures afin de le faire déjà. Une autre question, Madame Susan Somers. Est-ce que vous êtes en condition de dire pourquoi le procureur n'a pas fait ça, notamment quand l'acte d'accusation a été modifié par rapport à l'autre personne, Milan Kovačević? Je me suis renseigné en ce qui concerne les modifications précédentes faites par rapport aux co-accusés. Apparemment, les décisions n'ont pas été faites plus tôt, puisque le procureur, au moment de l'arrestation, a dû passer en revue tous les moyens de preuve. Et d'habitude, suite à un tel passage à revue, l'on procède à une modification. Et d'ailleurs, il a été nécessaire de le faire compte tenu du fait que les moyens de preuve ont pour la plupart été recueillis au cours de l'année 97. C'est pour cela que, concernant l'accusé Stakic, nous avons pris des mesures afin de procéder aux modifications et nous avons soumis un document à ce sujet conformément à l'article 50. De quand vous allez présenter un acte d'accusation modifié? Il m'est difficile de vous donner une date exacte, mais ce que je peux indiquer, c'est que nous travaillons déjà là-dessus et compte tenu des délais différents que nous sommes obligés de respecter en vertu d'autres articles, nous allons essayer de le faire au plus vite et nous attendons qu'un avocat soit commis d'office dans le cadre de cette affaire. J'ai également discuté avec Maître Lukic des documents qui constituent les pièces jointes au moment de la comparution initiale. Mais comme nous l'avons constaté, Maître Lukic se présente en tant qu'avocat uniquement lors de cette comparution initiale et je pense qu'il dira au juge de la Chambre qu'en ce moment, il préfère ne pas recevoir les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation en tant que pièce jointe au cours de l'année 97. Mais il préfère que le Conseil de la défense permanent se prononce à ce sujet-là. De plus, si d'autres documents vont constituer les pièces jointes au nouveau acte d'accusation. Et si cet acte d'accusation sera confirmé, nous pourrons les remettre aussi. Rapport à l'article 66A du règlement, c'est ça que vous venez de certaine façon de mentionner. Êtes-vous prête, le procureur est prêt pour rendre les documents qui ont accompagné la confirmation à un conseil dès qu'il soit
nommé? Yes, Your Honor. Oui, Monsieur le Président. En effet, le procureur aujourd'hui possède les documents qui constituaient les pièces jointes à cet acte d'accusation et tous les documents, sauf 19 pages, ont été traduits en anglais. Donc, dès que le Conseil de la Défense le souhaitera, nous pourrons remettre tous ces documents. Donc, nous allons attendre que le greffe nomme un avocat, Dr. Stakic, et nous aimerions bien que le greffe nous rende compte de la date de cette nomination pour qu'on puisse marquer une date pour une conférence mise en état pour faire l'évaluation de la situation. Je vous dis encore que la Chambre va désigner un juge de la mise en état et donc, à l'opportunité, la Chambre communiquera qui est le juge de la mise en état d'entre les juges de la Chambre. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à traiter, je crois. De votre côté, Maître Branko Lukic, est-ce qu'il y a quelques questions pour le moment? Your Honor, Monsieur le Président, non, nous n'avons plus de questions à soulever. Du côté du procureur? No, Your Honor. Non, Monsieur le Président. Donc, je me tourne vers le docteur Stakic. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Et pour que vous puissiez vous prononcer sur les conditions de détention et de santé, et vous demander aussi s'il y a quelques autres déclarations que vous voudrez faire maintenant. Vous avez la parole, donc. En ce moment, Monsieur le Président, je n'ai pas de déclaration à faire. Donc, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, Justice Sud. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme je vous ai dit, nous allons nous communiquer pour savoir la date de la conférence mise en état. Et donc, nous attendons que le greffe nous dise la date de nomination de l'avocat. Donc, pour aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chose à traiter. Je lève la séance et je vous souhaite un bon après-midi. Rice, veuillez vous lever.